Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. George Bush a hâte de se transformer en chef de guerre. Privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. George Bush acts and looks like a cowboy. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. Le nom français choque aux États-Unis. Il y a une alternative à la guerre. C'est l'après 11 septembre. George Bush acts and looks like a cowboy. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'un monde, le podcast qui croise l'histoire politique de la France de ces 30 dernières années avec celle du quotidien français de référence, le journal Le Monde. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et je tends le micro à Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Vénérable Journal, pour nous transmettre cette mémoire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. C'est un discours qui a marqué les esprits. Un discours historique qui a donné à la France une place singulière, celui de Dominique de Villepin à l'ONU contre l'intervention américaine en Irak. Nous sommes le 14 février 2003, le ministre français des Affaires étrangères déclare ceci. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Alors il faut recontextualiser. Quelques jours plus tôt, le secrétaire d'État américain Colin Powell avait brandi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies des documents et des vidéos censés attester la présence d'armes biochimiques en Irak. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. The facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Saddam Hussein has chemical weapons. Saddam Hussein has used such weapons. Il avait même brandi une fiole, restée célèbre, censée contenir de l'anthrax. Les États-Unis voulaient l'aval du Conseil de sécurité pour lancer une guerre en Irak. On connaît la suite, ils n'obtiendront pas cet aval et entreront quand même en guerre. Mais c'est dans ce cadre, Jean-Marie Colombani, que Dominique de Villepin prend la parole, prononce ce discours qui reflète la position de la France. Alors en fait, depuis un certain temps déjà, les États-Unis essayaient de convaincre tout le monde qu'il y avait donc des armes de destruction massive en Irak, et on voyait bien les préparatifs de la guerre, puisque il y a un moment, une photo qui restait célèbre, je ne sais pas si vous l'avez en tête, où il y a tout l'équipage d'un porte-avions qui est sur le pont du porte-avions, et où ils dessinent avec leur ensemble « Nous sommes prêts ». Et c'est un message à l'adresse de George Bush qui a hâte de se transformer en chef de guerre. C'est dans le cadre officiellement aussi de l'après 11 septembre. Et ça fait partie dans l'esprit des États-Unis des ripostes qu'ils ont envisagées d'après le 11 septembre. Et donc là, il faut rappeler que la riposte, elle a déjà eu lieu, puisqu'elle a eu lieu en Afghanistan. Et qu'en Afghanistan, c'est l'OTAN qui s'est manifestée aux côtés des États-Unis. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait rappeler à Donald Trump aujourd'hui, puisque c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que joue le fameux article 5 de l'OTAN qui prévoit que lorsqu'un pays est attaqué, les autres doivent venir à son secours. Et donc il faudrait qu'en effet Donald Trump relise cela parce que tout le monde vole au secours des États-Unis. Donc la France envoie des troupes comme d'autres, comme les Britanniques, comme même les Allemands envoient aussi des troupes. Donc tout l'OTAN se mobilise aux côtés des États-Unis en Afghanistan parce que l'Afghanistan est devenu le territoire de ceux qui ont lancé les bombes, les avions sur les tours de New York. Et il faudrait aussi rappeler à Donald Trump que parmi les troupes qui vont en Afghanistan, il y a même des pays non membres de l'OTAN, et notamment des soldats ukrainiens
qui vont être sur le terrain là. Donc les États-Unis continuent sur leur lancée, alors même que, encore une fois, la riposte a eu lieu, et donc ils veulent entraîner, au fond, une guerre au nom, cette fois, de considérations plus idéologiques, puisque ceux qui tiennent le haut du pavé et de la réflexion à l'époque, on les appelle les néoconservateurs, et qui ont écrit que, au fond, il y a dans cette région un chaos dont sont sortis les terroristes, et que ce chaos mérite de laisser place à un nouvel ordre. Et dans ce nouvel ordre, il y a l'édification d'une nation en Irak. C'est cela qui les motive et qui va les entraîner dans la guerre, alors même que une bonne partie des opinions sont hostiles. En France, évidemment, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne, où l'opinion britannique est hostile aussi à l'entrée en guerre, même si le gouvernement britannique n'a aucune marge de manœuvre de ce point de vue-là et est obligé de suivre. Et donc la France se fait, à travers ce discours de Dominique de Villepin, le porte-parole de tous ceux qui s'alarment de cette décision et qui pensent, comme l'avait expliqué Jacques Chirac, qu'on ouvre la boîte de Pandore et que on va ouvrir, au contraire de la remise en ordre de cette région, on va rentrer dans une période de chaotique et où le chaos va amener davantage de chaos encore. Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. Cet ultimatum met en cause l'idée que nous nous faisons des relations internationales. Il engage l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une région, la stabilité du monde. La France en appelle à la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée. S'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Et donc c'est Jacques Chirac qui, au fond, historiquement, aura eu raison. Mais, entre-temps, le non français, évidemment, choque aux États-Unis. Oui, parce que l'invasion américaine de l'Irak mènera à une guerre qui durera près de 9 ans, suivie d'une guerre civile après en Irak. Donc on est loin d'une réussite du projet américain. Et puis avec tous les développements de Al-Qaïda, de tous les groupements terroristes qui porteront le fer jusqu'en Europe, jusqu'en France d'ailleurs aussi. Donc la période terroriste va au contraire s'étendre et s'aggraver au lieu d'être réduite par l'intervention américaine. Et il a aussi été prouvé par la suite que les néoconservateurs avaient certes des visées idéologiques, mais aussi certaines visées économiques, et notamment le pétrole irakien. Encore que, à mon avis, c'est secondaire, parce que le pétrole, pour les États-Unis, il est surtout saoudien. Et donc, de ce point de vue-là, les liens n'ont pas été affectés. Il y a donc, dans cette période, avant le discours et après le discours de Dominique de Villepin, une série d'efforts diplomatiques de la part des États-Unis pour convaincre qu'ils sont dans leur bon droit. Et donc Colin Powell, que vous évoquiez tout à l'heure, se rend notamment à Davos, où c'est le grand rassemblement annuel des chefs d'entreprise à la fois mondiaux, principalement aussi européens. Et donc Colin Powell vient porter la bonne parole à Davos sans vraiment convaincre, même si un certain nombre de gouvernements sont dans la solidarité avec les États-Unis et d'autres, au contraire, comme encore une fois Paris et Berlin, sont dans l'opposition à cette initiative. Alors, comme vous le disiez, Dominique de Villepin reflète ici la position de la France. Il avait bien sûr l'aval du président Jacques Chirac, qui était tout à fait aligné sur cette position non interventionniste. Est-ce que la popularité de Dominique de Villepin a grimpé avec ce discours? Alors, on sait qu'il a été applaudi au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est rare. C'est une enceinte dans laquelle on n'applaudit pas normalement. Mais en France, auprès de la population française, est-ce que cette prise de position a un effet positif sur Dominique de Villepin, sur Jacques Chirac? Ça a d'abord un effet positif sur Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac, en fait, est à l'unisson de l'opinion française dominante, à ceci près que Jacques Chirac avait à ce moment-là poussé le bouchon un peu loin, parce que il y avait eu en fait une fracture entre Européens. Par exemple, les Espagnols, mais aussi et surtout les Portugais, s'étaient aussitôt ralliés à la position américaine, alors que la France et l'Allemagne campaient dans le camp du non. Et donc, dans cette fracture, il y avait évidemment en germe une rupture importante au sein même des Européens. Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont profité de cela. Dominique de Villepin plus que cela, parce que au fond, c'est un discours qui fonde la place qu'il va occuper dans le paysage national et qui l'amènera peu de temps plus tard à être Premier ministre. Et ensuite, une fois toute cette période terminée, à continuer d'exister
jusque-y compris maintenant, puisqu'il parle de sa propre candidature à l'élection présidentielle, et il de est sûr 2027. de 2027, et qu'il est sûr qu'il le peut, parce qu'il y a quelque part dans le coin de la tête des Français une petite lueur qui s'allume quand on dit Villepin, parce qu'on fait référence à cette période, et qu'au fond, les Français n'aiment rien tant que cette posture où on est aligné ni sur les uns ni sur les autres, et où on campe une position peut-être seule, mais tellement noble, et qui consiste en quoi ? Qui consiste à dire non. Donc là, on était vraiment dans le schéma le plus parfait. Et donc, encore une fois, de solides années plus tard, pour Dominique de Villepin, c'est encore quelque chose sur lequel il peut investir, c'est dire la longue portée de cela. En revanche, aux États-Unis, ça a été très très mal pris, ce discours de Dominique de Villepin et cette position française. Le sentiment anti-français s'exacerbe. On avait évoqué dans l'épisode précédent des relations franco-américaines qui étaient plutôt bonnes après les attentats du 11 septembre 2001, cette solidarité occidentale. Mais en revanche, là, avec ce discours à l'ONU, c'est une rupture. Cette rupture, vous en avez parlé à la télévision américaine. C'était sur CBS en décembre 2004. Sur le plateau du journaliste Charlie Rose. On vous écoute. As we entered this period dominated by the will of George Bush to go to war, even by alone, it seemed to me that in this period America took the risk of ruining the first period, because the link that was made by Bush between Al-Qaeda and Iraq was not a link that we believed in. And he tried to convince the American people, he did it. Apparently, he convinced the American people that the war in Iraq was the consequence of the Twin Towers, which is wrong. We couldn't follow on that point. Now, other causes can occur, even caused by the personality of George Bush, Chirac, and personality of Chirac. Chirac, it's true, can be arrogant, can be brutal, but George Bush acts and looks like a cowboy. So between the two, maybe it was inevitable to have some kind of a dispute. With George Bush, that's not a criticism to be called a cowboy. Yes, no, it's not. But for us it is. Donc vous dites là que cette opposition, c'est aussi une question de personnalité entre deux archétypes, le président français Jacques Chirac avec son arrogance toute française et le président américain George Bush, très américain aussi, sa posture de cow-boy, de va-t-en-guerre. Le non à la guerre français, c'était également un non à George Bush, un non aux néoconservateurs, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, tous ces gens qui étaient au pouvoir aux États-Unis à l'époque. C'est à ça qu'on disait non aussi, Jean-Marie Colombani ? Oui, c'est à cela, et c'est aussi parce que la question était de savoir si c'était au fond la traduction d'un courant permanent en France qui est l'anti-américanisme. C'était pas une matière d'anti-américanisme, c'était vraiment la politique de Bush qui était ciblée et dont on voyait bien que d'une part lui-même allait chercher sa réélection et que aux États-Unis on ne destitue pas un chef de guerre. Donc étant dans la position d'un chef de guerre, il était quasiment sûr d'être réélu d'une part, et d'autre part, il y avait en effet tout le corpus idéologique des néoconservateurs qui avait théorisé tout cela et qui conduisait à l'intervention militaire américaine. Moi, ce qui m'avait frappé dans cette période, c'est que donc pour assurer le service après-vente de cette décision américaine, d'abord, il y avait eu tout ce périple de Colin Powell avec le doute qui était entretenu. Les Américains essayaient d'entretenir le doute sur va-t-on intervenir, ne va-t-on pas intervenir. Et pour nourrir cette question, ils disaient mais il y a vraiment des armes de destruction massive, alors qu'on voyait de plus en plus qu'il n'y en avait pas. Mais néanmoins, ils continuaient sur ce doute. Moi, je n'avais aucun doute parce que, parlant avec d'autres alliés des États-Unis, ils savaient très bien qu'ils se préparaient et qu'ils allaient intervenir, notamment les Australiens. Donc pour moi, cette intervention ne faisait aucun doute. Mais ce qui m'avait surtout frappé, c'est que dans la tournée d'après-vente des dirigeants américains, Bush avait envoyé Condoleezza Rice à Paris, et nous avions à quelques-uns été reçus par elle pour expliquer à la fois l'intransigeance française que nous partagions d'une part, et d'autre part l'incompréhension qui pouvait survenir entre la France et les États-Unis. Nous en étions sortis de cet entretien renforcés dans l'idée qu'il fallait vraiment dire non, parce que Condoleezza Rice interrogeait sur l'après, sur la stratégie qui suivrait une victoire militaire des États-Unis,
n'avait rien à dire. L'après n'avait pas vraiment été pensé, hormis le fait que les néoconservateurs disaient « mais on fera comme au Japon, on instaurera la démocratie en Irak comme on a instauré la démocratie au Japon », alors que les situations n'étaient en rien comparables et l'erreur était de ce point de vue-là monumentale. Mais la panne de vision stratégique était ce qu'il y avait de plus effrayant dans cette période et qui vraiment confortait la position française, même si, encore une fois, dans cette position française, il y avait un côté un peu cocorico, c'est-à-dire je vais aller jusqu'à coaliser face aux États-Unis, donc Paris et Berlin d'abord, et puis ensuite on va essayer d'élargir, de trouver des alliés ailleurs dans le monde pour dire non. Donc, il y avait eu cette tentation de la part de Jacques Chirac, qui était une tentation un peu absurde, de mon point de vue en tout cas. Alors Jacques Chirac, justement, il est à ce moment-là dans son deuxième mandat présidentiel. Quelle relation est-ce qu'il entretient avec le journal Le Monde à ce moment-là, avec vous-même aussi? Comment ça se passe sur le plan intérieur français? Avec Jacques Chirac, les relations sont en dents de scie. C'est-à-dire que Jacques Chirac est comme beaucoup de politiques, quand il ne va pas bien, les relations sont très bonnes avec lui, parce que à la fois il cherche à nous écouter, il s'interroge, il pose des questions. Moi, je me souviens de sa période la plus sombre, qui était après la défaite de 1988 face à François Mitterrand. François Mitterrand donc réélu. Jacques Chirac échoue. Il est réfugié dans son donjon de l'Hôtel de Ville à Paris. Il est largement esseulé, parce que les gens ne le fréquentent plus, ne cherchent plus trop sa compagnie, puisqu'il est l'homme vaincu et l'homme voué à l'échec, etc. Et donc là, moi, je le vois très souvent à ce moment-là. Et une des questions qu'il me posait le plus souvent, c'était de m'interroger sur François Mitterrand. Il me disait « Racontez-moi comment il fait, dites-moi comment il fait ». Puis il ponctuait toujours ses interventions sur Mitterrand en disant « Ah, quand même, sacré bestiaux, hein, sacré bestiaux ». Ça, c'était le Jacques Chirac quand ça va mal, donc ça va bien entre nous. Mais dès qu'il retrouve du pouvoir, c'est très simple, c'est « Vous êtes avec moi ». Ou vous êtes contre moi. Si vous êtes critique, vous êtes contre moi. Et donc on repassait dans une phase où sur le plan de la politique intérieure, on redevenait critique de Jacques Chirac, et donc ça n'allait plus du tout. C'était vrai au début de son premier mandat, et son deuxième mandat il y avait l'espoir de quelque chose de nouveau, espoir qui a été balayé très vite parce que Jacques Chirac, revenu au pouvoir, considère que c'est gagné, donc maintenant je fais ce que je veux et m'emmerdez plus avec tout ça. Donc voilà. Donc on pouvait revenir à des phases très tendues entre Jacques Chirac et nous. Et d'ailleurs cette tension, elle était très bien traduite par le comportement de Dominique de Villepin, qui était d'une certaine façon le porteur de messages désagréables de l'Élysée. Alors justement, on avait parlé dans l'épisode 11 de ce podcast des relations entre Dominique de Villepin et vous et le journal Le Monde à l'époque de l'affaire de la cassette Mairie. Vous nous aviez raconté avec Hervé Gattegno également les reproches, voire les tentatives d'intimidation, les menaces qu'avait émises Dominique de Villepin contre vous. À cette époque, en 2003, c'est toujours aussi tendu? Et plus globalement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui était l'animal politique, la personnalité de Dominique de Villepin, ses méthodes aussi à cette époque? Dominique de Villepin, il est d'abord l'homme de Jacques Chirac, et ce n'est que progressivement qu'il va se forger une ambition qui va aller très loin, parce que lorsqu'il sera nommé Premier ministre, il le doit largement à lui-même, puisque le schéma de Jacques Chirac à l'époque était de nommer Madame Alliot-Marie, que l'on a peut-être oublié, qui avait été ministre de la Défense et qui était le matin pratiquement nommé Premier ministre. Dominique de Villepin, faisant le siège du bureau de Jacques Chirac, d'après des sources concordantes, non pas malmenant Jacques Chirac, mais enfin faisant une pression d'enfer sur Jacques Chirac, sort du bureau du président, nommé Premier ministre en lieu et place de Madame Alliot-Marie. C'est une première sous la Ve République. Le deuxième épisode de cette nature, c'est la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre.
dans le bureau d'Emmanuel Macron, alors même qu'Emmanuel Macron envisageait le matin même de nommer la personnalité Catherine Vautrin, qui est aujourd'hui ministre des Solidarités. Ça, c'était en 2025. Voilà, et qui s'était trouvé quasiment nommé Premier ministre le matin, et qui ne sera jamais nommé Premier ministre, puisque François Bayrou réussira à arracher sa nomination dans le bureau d'Emmanuel Macron. Ben là, on avait un cas de figure déjà qui anticipait tout cela, avec Dominique de Villepin, qui au fond s'impose dans le bureau même du président comme Premier ministre. Ensuite, le monde est considéré comme un adversaire, comme un ennemi, parce que, encore une fois, qui n'est pas avec moi est contre moi. Et donc, s'en suivent un certain nombre d'épisodes, dont le fameux livre Péan-Cohen, qui est une charge... La face cachée du monde. La face cachée du monde, qui est une charge qui est faite pour nous détruire, et dont j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une sorte de sainte alliance entre le clan mitterrandiste mené par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, d'une part, et d'autre part à l'Élysée, Dominique de Villepin, pour faire plier le monde, quoi. Et c'est cette opération qui portera, d'une certaine façon, qui portera ses fruits, d'ailleurs, si on regarde bien l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, et qui montre à quel degré d'hostilité on pouvait aller, et quel était le côté insupportable du monde pour un certain nombre de milieux politiques qui considéraient que le monde avait décidément trop de pouvoir, trop d'influence, et qu'il fallait absolument le mettre à la raison. La face cachée du monde sort demain en librairie. Un livre de 600 pages à charge contre le quotidien du soir, qui est une institution dans le monde de la presse. Sur la sellette, les 3 dirigeants, Jean-Marie Colombani, Alain Minc et Edoui Plenel, accusés, je cite, d'abus de pouvoir, de dénonciation à sens unique. La charge est sévère. 600 pages au fil desquelles Pierre Péan et Philippe Cohen exposent leurs griefs contre la direction du Monde. 2 hommes sont particulièrement dans leur collimateur, Jean-Marie Colombani et Edoui Plenel. Ce dernier occupe aujourd'hui le poste de directeur de la rédaction du journal. Et on parlera précisément dans l'épisode prochain de ce livre de Pierre Péan et Philippe Cohen. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, à très vite. Merci Hélène. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Hélène Decommer. Présentation, Hélène Decommer. Production éditoriale, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.